Il l'a soutenu, il l'a rejoint à Washington, il a même pris la tête d'un ministère inventé spécialement pour lui. Et pendant un moment, Elon Musk a voulu la peau du président. Elon et Donald, c'était l'alliance la plus improbable et la plus explosive, l'alliance de la tech et du pouvoir. Mais 6 mois après l'investiture, le divorce est violent, public, spectaculaire. Musk attaque, Trump riposte et puis Musk se ravise. Il efface ses posts comme s'il avait réalisé qu'on ne défie pas impunément le roi Donald. Dans cet épisode, on revient sur les dessous de ce clash surréaliste. On décrypte la chronologie des événements, les luttes d'influence, les trahisons internes et surtout les conséquences politiques, économiques et symboliques pour la tech américaine. Bienvenue dans Silicon Carnet, mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui on plonge dans l'histoire d'un suicide politique annoncé. Alors, est-ce qu'on assiste à la chute d'Icare ou à la revanche d'Oedipe? On va poser la question à nos invités. J'ai rien compris. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un petit moment pour te parler de notre partenaire Conto. On les adore chez Silicon Carnet. C'est vrai que quand tu montes ton entreprise, t'as pas envie de te prendre la tête avec l'administration française. Je suis passé par là et Conto s'occupe de tout pour toi, que ce soit l'accompagnement juridique, le dépôt de capital, ton compte pro. T'as même un outil de facturation intégré et ça fait ta pré-comptabilité. Tout ça est géré 100% en ligne. En ce moment, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est super simple, c'est rapide, c'est efficace. Je t'invite vraiment à passer par eux si tu t'apprêtes à créer une micro-entreprise, une SAS ou une SARL. D'ailleurs, une entreprise sur 5 choisit Conto. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Cette semaine à mes côtés, Valran Moulet-Berthaud, cofondateur du groupe Média Le Crayon, l'homme qui réussit à faire débattre la France sans que ça finisse en baston général, une sorte de Michel Polac 2.0, sauf qu'il tourne en 16/9 verticale et qu'il a les cheveux propres. Peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs. Pierre Gobil, alias El Professeur dans Silicon Carnet, il a vécu longtemps aux US. Aujourd'hui, il passe les startups françaises au shaker avec 34 éléments et il balance ses coups de gueule au format thèse, antithèse, synthèse. Angie Ismail, notre antenne locale en Floride, il connaît le Trumpistan. Serial start-upper, fondateur de Fint et observateur lucide du théâtre politique américain, il est persuadé qu'on vit dans une simulation mal codée. Salut les amis, comment ça va? Ça va super, pour une intro pareille, c'est top. Ça vous plaît mes petites intros? C'est nouveau là, je fais ça. Je m'amuse comme un petit fou. Tu veux dire que j'aurais pas mon jingle alors? Allez, si, bon, allez, ok, jingle, et le professeur. D'ailleurs, retour sur l'épisode de la semaine dernière. De quoi est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? Oui, on a parlé de la WWDC. Vous ne l'avez pas vu, on enregistre cet épisode, je suis désolé, mais c'était super intéressant. On a parlé du malaise Apple, puisque après les annonces qui ont été faites à la WWDC, j'ai trouvé un titre super cool, que j'ai marqué « Circuler, il y a rien à voir » avec un petit jeu de mots sur le IA, il y a rien à voir. Je suis assez fier de mon petit jeu de mots. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. C'est pas juste là, vous cliquez sur le bouton. Mettez 5 étoiles si vous nous écoutez en podcast. Si vous avez encore des enfants et que vous êtes obligé d'être dans votre voiture et que vous n'avez pas le temps de regarder sur YouTube, on vous comprend. Ou si vous faites encore du sport, et que vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur ce podcast. Et puis rejoignez l'Hacienda, c'est le think tank de Silicon Carnet. Ça se passe sur Discord, c'est gratuit et j'ai mis le lien dans la descriptif de cet épisode. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Oui, bonjour, ne quittez pas, vous êtes bien sur la ligne RH de l'Erian. Si vous appelez pour râler sur Google Analytics, tapez 1. Si vous attribuez votre budget pub avec les pieds, tapez 2. Si vous en avez marre que vos données partent chez n'importe qui, tapez 3. Sinon, restez en ligne. Cette semaine, avec notre partenaire Digital Selection, on vous propose un poste de futur country manager en Italie. Ça se passe chez Eulerian. Eulerian, c'est la plateforme SaaS européenne qui permet aux équipes marketing de vraiment comprendre où part leur budget publicitaire.
si tu as le goût de la vente de solutions expertes, un faible pour la tech et surtout que tu sais dire autre chose en italien que ciao bella, c'est peut-être pour toi. J'ai mis toutes les infos dans la description. Et pour la suite de l'épisode, tapez étoile. Go yourself. Bon alors Angie, je suis très content que tu sois là, même si tu nous as rejoint un petit peu au pied levé. Mais parce que je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais présent pour cet épisode du milliardaire et du président qu'on avait fait au moment de la campagne présidentielle de Trump. Et déjà à l'époque, on s'était posé la question, comme beaucoup, de combien de temps est-ce que Musk et Trump, combien de temps cette bromance allait durer. Et on avait fait quelques pronostics. Et je me rappelle, dans cet épisode, que tu avais dit ton pari, c'était 6 mois. Donc, bravo, félicitations. Tu vois, c'est exactement ça. C'était le temps de faire quelques manigances, de prendre pas mal de pognon au passage. Ouais. Et puis maintenant, il faut que les égos de chacun reprennent le dessus et que ça foute le bordel à tous les étages. Après, il y a une spécificité quand même que je trouve qui a été très peu commentée, c'est que quand t'es employé spécial du gouvernement américain, donc, en gros, que t'aies un job pas conventionnel dans le gouvernement américain, t'as une période de 130 jours avant laquelle tu dois rentrer dans un système plus conventionnel, notamment dans lequel tu dois faire de la transparence sur ta propre fiscalité. Transparence qu'à mon avis, Elon Musk voulait pas du tout faire, parce que ça reste quand même le champion du monde du montage financier. Et je pense que ça contribue, à mon avis, à ce momentum aussi de fin, au-delà du côté Trump et Musk qu'on va commenter après, quoi. Absolument, ces 130 jours, ils étaient dessinés, ils étaient écrits, on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir rester. Enfin, il y en a d'autres parce que c'est 130 jours total. Donc, tu peux les fractionner, en fait. C'est 130 jours, c'est 130 jours sur l'année. Lui, il a fait 130 jours straight, en ligne droite, à la Musk, et c'est normal qu'il s'en aille. Mais c'est dingue, effectivement, comme tu dis, de se dire que on peut rentrer au gouvernement, on peut influer sur des agences gouvernementales, on peut influer sur la politique américaine, tout en restant patron de ces entreprises et en faisant du business avec l'État, en tout cas pendant 130 jours. Alors, on est 6 mois après l'investiture de Trump et Musk aujourd'hui a quitté Doge, c'était ce pseudo-ministère de l'efficacité gouvernementale. Donc effectivement, l'idylle entre l'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche du monde a viré au pugilat il y a 2 semaines. Et le divorce a eu lieu en public, sur les réseaux, dans un torrent de posts, de menaces, et puis aussi de delete, parce qu'on se rend compte que Elon Musk est en train de rétro-pédaler. On enregistre cette émission, on est le 11 juin, mercredi 11 juin, il est 6h de l'après-midi, ici en Europe, et on voit un Musk qui rétro-pédale. J'avais envie, Valran, qu'on revienne un petit peu sur la chronologie des événements, et tu me disais, ça serait même intéressant qu'on revienne même au moment où Musk est entré en campagne. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est intéressant de remettre tout ça en perspective aujourd'hui. En fait, surtout ce que les gens ont oublié ou n'ont jamais vraiment su, c'est que à la base, Trump est pas du tout une personne que Musk appréciait particulièrement. Il était beaucoup plus un peu côté team DeSantis, donc le gouverneur de Floride. Et en fait, ça avait même causé quelques petits imbroglios avec du coup le candidat Trump. Et en fait, il avait switché même historiquement sur encore plus loin. Il était très fan d'Obama. Et en fait, il y a eu un peu ce côté amour-haine avec Obama qu'on est en train de vivre en ce moment avec Trump. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ça s'est passé à peu près de la même manière, c'est-à-dire il en espérait beaucoup, il avait lui-même ses grands plans, et c'est que mon avis, mais moi je le crois très sincère sur le fait d'avoir voulu résoudre les dépenses du gouvernement. Je pense juste que c'était pas son métier ou son expertise. Et en fait, le moment où ça a switché, c'est ce fameux, j'ai plus la date exacte, en juillet dernier, où en fait il y a eu une tentative d'assassinat envers Trump. Et là, pour le coup, comme d'ailleurs beaucoup d'Américains, il y a eu ce switch de se dire, waouh, ok, d'accord, là on est en train d'assister à quelque chose de profondément inédit, de profondément génial, de profondément américain. Et ça avait fait switcher beaucoup de monde. Je me rappelle que Mark Zuckerberg. Ouais, exactement. Même Zuckerberg avait un peu rétro-pédalé sur la censure à la rentrée de septembre, fin août, début septembre de cette année. Et donc en fait, c'est un peu accompagné ce moment-là. Et c'est là où lui, il est vraiment rentré dans la danse. À mon avis, pour des questions de gain personnel.
mais je pense qu'on oublie que la question de l'efficacité gouvernementale, c'est aussi une question de gain personnel. Parce que plus les finances des États-Unis sont mauvaises, moins les questions de projets spatiaux font sens quand en fait il y a une partie du pays qui crève la dalle et qui arrive pas à être soignée. Donc en fait, s'il veut pérenniser un SpaceX par exemple, ou un Tesla, il faut que les finances du gouvernement soient bonnes, parce que si jamais les finances du gouvernement sont catastrophiques, alors les véhicules électriques et le spatial, c'est le premier truc qu'on va enlever. Et d'ailleurs, les véhicules électriques, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On en parlera, ont été enlevés de la Big Beautiful Bill. Donc en fait, il y avait déjà à la base un peu une forme d'intéressement de Musk pour cette gestion des finances américaines qu'il trouve catastrophique, aussi parce que lui, ça lui permettait de préserver son précaré, parce que lui, en tout cas, estime que c'est bien dépensé quand c'est dépensé sur Tesla et SpaceX, et on le comprend, c'est lui l'actionnaire. Tu disais un truc intéressant quand on préparait cette émission, et je vais essayer de le raccrocher à ce qu'est en train de dire Valran sur cette tentative d'assassinat contre Trump. C'est que pour toi, Musk a vu aussi en Trump une sorte d'image paternelle. Et d'ailleurs, est-ce que cette révélation de cette image paternelle, elle n'a pas eu lieu justement au moment de l'assassinat? Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de Deep, hein, et je trouve que l'image avec Deep, elle est assez intéressante. C'est presque mythologique. Je veux pas en faire un personnage mythologique, mais presque. Alors, mon point de vue n'est qu'un point de vue, mais je ne pense pas que toute cette relation soit très très calculée. Pour moi, Musk, c'est un adolescent en quête de validation. Et il a vu Trump, quand il l'a croisé, il s'est dit, en fait, c'est une forme d'autorité paternelle, ou en fait, qui est prêt à le couvrir tant qu'il le paye. Et donc, il s'est permis, Musk, en fait, l'impensable. Il s'est dit, en fait, je serai couvert par Trump, je peux tout faire. Donc, il a été d'accord avec pour adouer le parti d'extrême droite allemand. Il a même à un moment donné raillé des régulations climatiques. Il a traité toute la politique n'importe comment sur Twitter. Il s'est permis n'importe quoi. Parce que je pense que fondamentalement, il est profondément immature. Il est intelligent mais immature. Et il s'est dit, Trump, lui de son côté, se dit, tant qu'il paye, je le protège. C'est à peu près ça qui se passe. Donc pour moi, on a affaire à un adolescent attardé qui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Je pense qu'il y a une déconnexion totale entre ce qu'il fait et la compréhension de la conséquence de ce qu'il fait. Sinon, il le ferait pas, parce que c'est pas un homme idiot, c'est un homme intelligent, mais il a une vraie déconnexion entre je fais quelque chose et voilà la conséquence. Surtout quand c'est public. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est un adolescent attardé. Je pense qu'aussi, toutes ces relations, quelles qu'elles soient avec ses parents, avec son père notamment, ou avec ses épouses, et aujourd'hui ses relations avec Trump, se termine toujours mal. NJ, il en est à je sais pas combien de divorces, il a fait je sais pas combien d'enfants, à combien de femmes. Et d'ailleurs, c'était très drôle. Il y avait une de ses ex-épouses qui disait si vous avez besoin de conseils en séparation, faites-moi signe. Je sais comment traiter avec l'ami Musk. Mais on a quand même effectivement l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui et pour avoir parlé, et d'ailleurs je vais présenter un off the record avec Karim Bousta qui a passé 4 ans, qui était direct report, qui travaillait tous les jours au quotidien avec Elon Musk. D'ailleurs, c'est un entretien de plus de 2 heures, exceptionnel. On apprend des trucs sur le personnage. Je pense qu'on n'a jamais eu encore un entretien comme ça en français avec quelqu'un qui a été aussi proche d'Elon Musk. Et cette immaturité, c'est vrai que dans le discours de Karim, vous le découvrirez dans ce off the record, il y a un peu de ça. Et NJ, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'on a effectivement affaire à quelqu'un de complètement immature? Ouais, je pense que l'analyse de Pierre, elle est assez juste. Après, je pense qu'il y a du calcul quand même sur certaines choses, notamment sur Musk tenait des meetings de campagne, notamment c'est en Pennsylvanie, je crois, hein, où il a fait switcher le States en faisant cette fameuse loterie, on en avait parlé, où il distribuuait des chèques d'1 million de dollars, ouais. Les chèques d'1 million de dollars, etc. Ce que nie Trump aujourd'hui d'ailleurs, hein. Il est pas d'accord avec ça. Ouais, alors que c'était extrêmement. Non, on a les photos, on a les gens qui agitent leurs chèques de 1 million de dollars. Il y a même les rediffusions CNN. Hein, c'est Trump, il peut nier tout ce qu'il veut. De toute façon, dès que ça l'arrange pas, il est dans le déni complet. Mais ouais, donc je pense qu'il y a une partie calcul. Il y a une partie aussi qui le dépasse. Un peu, moi, j'aime beaucoup le rap, tu vois, rap US, rap français. Et en fait, il y a beaucoup de clashs qui sont organisés entre rappeurs. Et les plus classiques, c'est Tupac, Biggie, tu vois, à l'époque.
où tu as deux personnalités qui ont aussi des problèmes familiaux très importants, donc ils ont grandi, un manque de père, un manque d'argent, donc des ambitions qui les dépassent, etc., et qui vont se créer un personnage. Et en fait, ce personnage va finir de façon dramatique parce qu'au final, tu as des fans qui se mettent dans le truc beaucoup plus finalement que les protagonistes. Et au final, t'as des morts qui sont malheureusement ces gens-là sont. Ouais. Donc, je trouve que il y a une partie calcul où ils se sont dit tiens, si on fait alliance ici, notamment Musk, il se dit si je me mets avec le gagnant de l'élection, ça va me permettre de faire un acte pour mes véhicules électriques. Éventuellement, ça va me permettre de me rabibocher avec la NASA et tout un tas de trucs. Et après, par contre, en effet, il y a ce manque de maturité où il va essayer, par exemple, de patcher un système aussi lourd que l'administration américaine, comme si c'était un software. Et là, Doge, voilà, c'est un échec. On va parler de Doge et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que Doge, c'est un peu la chasse aux sorcières aujourd'hui, quoi, en fait. Mais c'est vrai, tu as raison, ou là où tu as raison, NJ, où je trouve que c'est très intéressant, ce qui est dans le personnage Elon Musk, c'est que c'est un personnage qui est complètement il n'est pas dans la demi-mesure. Et c'est soit noir, soit blanc. Au moment des élections, je pense que, et on en avait parlé, je pense qu'il a compris d'abord que les démocrates voulaient sa peau, et ça il l'a très très bien compris. Donc il lui fallait, comme le dit Valran, il travaille avec l'État, donc il faut qu'il ait des relais auprès de l'État. Il ne les trouvait pas auprès des démocrates. Et donc, il a pris le camp des républicains. Et il savait aussi que l'élection allait être très serrée, et que une élection très serrée, quand on vient de la Silicon Valley et que on sait un peu regarder les chiffres, c'est une élection qu'on peut faire basculer. Et il a ouvert les vannes. Il a ouvert les vannes de X. Il a ramené des comptes MAGA sur X. Il a réactivé des influenceurs anti-woke, anti-vax, des QAnon, etc., etc. Il s'est mis à booster, et c'est ça qui est dingue, des publicités conservatrices. Il a limité la portée organique des messages démocrates sous prétexte de neutralité algorithmique. C'est assez dingue. Et puis, on se rappelle qu'il a organisé tout un tas de débats sur Spaces, en fait, sur X, et puis qu'il a surtout ouvert le chéquier, puisque on pense qu'aujourd'hui, il a injecté presque 300 millions de dollars dans la campagne de Trump. Donc, on voit bien qu'il a tout mis, en fait, dans cette campagne, parce qu'il savait qu'il y avait besoin de gagner 1-2%, et que gagner 1 ou 2%, c'était faisable, qu'il pouvait le faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il se dit, je n'en ai pas pour mon argent. Je pense que c'est ça ce qu'il est en train de se dire. Ça, c'est sûr, mais après, quand on parle des montants d'Elon Musk, 300 millions, ça peut paraître aussi, même lui, dérisoire sur sa propre fortune. Ah, mais peu importe, il n'y a pas de petit profit. Moi, je pense qu'on veut toujours trop classer en disant c'est de la stratégie, ou c'est de l'émotionnel, ou c'est de la relation au père. Je pense qu'il y a un mélange de tout, comme dans la vie que nous, on mènerait à notre plus petite échelle. C'est des décisions, elles sont multifactorielles. Mais il y a un élément que je pense que peu de gens ont relevé, que je trouve moi méga intéressant, c'est Trump et Elon Musk ont vécu la même chose, c'est-à-dire une humiliation publique du camp démocrate. Trump, c'était quand Barack Obama s'est foutu de la gueule de Donald Trump au dîner des médias, si je dis pas de bêtises, exactement, de la presse, en disant à quoi ressemblerait la Maison Blanche si Trump était élu. Quand même assez ironique quand on connaît la suite de l'histoire. Et en fait, Musk a vécu la même chose sous Biden, où Biden avait organisé un grand congrès des véhicules électriques, duquel Elon Musk n'est pas invité. Donc c'est-à-dire que celui qui est alors que c'est le seul fabricant de véhicules électriques sur le sol américain. Sur le sol américain. Mais au-delà de ça, c'est non seulement la plus grosse entreprise de véhicules électriques du monde, mais c'est la plus grosse entreprise de véhicules du monde tout court. Et tout pays confondu. Et donc ça, je pense que ça les a unis aussi en disant les démocrates nous ont rejetés. Ouais, exactement. On est les parias des démocrates. Parce qu'en fait, faut pas oublier que les démocrates, leur centre d'impulsion, il est beaucoup commenté sur la Silicon Valley, mais à la base, leur centre d'impulsion, c'est New York, c'est Manhattan. Et en fait, cette élite Manhattan, c'est un peu on va dire les grands méchants que vont projeter les républicains auprès du reste de la population. Et en fait, c'est cette même élite Washington-Manhattan duquel ont été rejetés Elon Musk et Donald Trump. Et je pense qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Et quand on écoute leur discours, il y a vraiment ce truc dans ce discours où il fait un espèce de salut nazi ou ce genre de choses. Ce discours, c'est vraiment cette victoire, elle compte. Et je pense que cette victoire, elle compte. C'est quand il le dit, une revanche. C'est pas une victoire, c'est une revanche. C'est exactement ça. Ça faisait très. D'ailleurs, il y a eu des mèmes de Star Wars. Ça faisait très Star Wars, quoi, comme truc. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi.
Seuls les Sith sont aussi absolus. Ils se sont alliés parce qu'ils avaient le même ennemi à faire tomber, qui était le camp démocrate. Mais au final, le même trauma. Ouais, c'est vrai. Donc, ça se tient. Donc d'accord avec ça. Et donc je redis ce que je disais. Je pense qu'il n'y a pas eu de calcul politico-industriel de la part de Musk. Il a juste eu une véritable haine des démocrates et il a voulu les faire perdre en mettant de l'argent. Basta, c'est son seul calcul. Après, il s'est retrouvé dans une situation où Musk lui a proposé de faire des choses. Il s'est dit pourquoi pas, il aurait jamais dû. Mais au départ, je pense qu'il n'y avait pas de calcul. Il y avait juste je vais les faire tomber parce qu'ils m'ont humilié. C'est tout. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, et on va le voir dans cette émission. Je pense que Musk est une victime aujourd'hui, mais c'est une victime qui n'est pas innocente quelque part, et qui est son passage à Washington a servi énormément d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts qui sont flagrants. Et je pense que je suis pas en train de dire qu'il s'est servi dans la caisse, mais qu'il a utilisé de son influence et de son pouvoir, et aussi du soutien de Trump pour favoriser son business. On va en parler un petit peu plus loin. Trump, lui, dit que effectivement, il l'a pas dit de façon publique, mais en off, beaucoup de gens rapportent que sans Elon Musk, Trump dit qu'il n'aurait pas gagné cette élection. Et d'ailleurs, la réaction de Trump, je sais pas comment vous l'avez interprété, dans cette joute verbale, dans ce clash qui a eu lieu, moi j'ai trouvé Trump surpris finalement par Elon Musk et même un petit peu gêné. Et quand on reparle de cette figure paternelle, je pense que le gamin s'est rebellé et que Trump ne s'attendait pas à ce qu'il se rebelle aussi fortement, et que quelque part j'allais dire ça lui a fait un peu de peine, mais on le sentait très gêné en tout cas par cette réaction de Musk qu'il ne comprenait pas. Alors, moi, je pense qu'on peut pas dire que Trump a été élu grâce à Elon Musk. Pour moi, Trump a été élu pour 4 choses. 1, les démocrates étaient mal incarnés et il y avait une grosse dérive wokiste qui n'a pas plu aux gens. 2, les Américains n'ont pas voté. Il faut quand même se rappeler, 50% n'ont pas voté. Il a été élu par 25% des Américains. 3, il y a eu un lobbying russe considérable. Je pense que la Russie est beaucoup plus responsable de l'élection de Trump que Musk. Il faut savoir qu'il y a eu 1000 vidéos qui ont été faites par les Russes, qu'il y a 131 000 messages qui sont passés sur Twitter, ainsi que sur Facebook, etc. C'est la CIA qui le dit, c'est pas moi. Donc il y a eu Cambridge Analytica qui a été mêlé à tout ça. Les Russes ont été un pouvoir immense pour aller convertir les gens nécessaires. Cambridge Analytica, Pierre, c'était pas sur cette élection. Si, ça l'a été. C'est Christopher Wilde qui le dit, qui a vu chez Cambridge Analytica des gens de Trump avec. Mais Cambridge Analytica n'existe plus. Oui, mais sur cette élection-là, c'était des anciens de Cambridge qui étaient là avec des gens de Lukoil, qui est donc une boîte pétrolière russe, et il y avait dedans des gens qui étaient dans la campagne de Trump. Le complotisme, c'est vilain. Je le dis parce que c'est des choses qui sont prouvées, ça vient de la CIA, ça vient du FBI, donc c'est pas moi qui le dis. Si vous cherchez, vous trouverez ce que je dis n'est pas faux. Et donc après, il y a eu l'argent de Musk, t'as raison, il y a 300 millions. Mais il n'y a pas que l'argent de Musk qui l'a fait élire, c'est surtout les 3 premiers points que j'ai cités. Dans la Silicon Valley, on a l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Et pourtant, en France, il y a encore des milliers de dirigeants de petites entreprises qui continuent de perdre des heures chaque mois pour faire leur paie, gérer les congés ou récupérer toutes les notes de frais de leurs collaborateurs. C'est pour ça que je voulais vous parler de Payfit. Payfit, c'est la solution française de gestion de la paie et des ressources humaines. En moins de 2 heures, tu peux faire la première paye. Tout le reste suit, déclaration sociale, gestion du personnel, RH. Tout est centralisé, automatisé et sécurisé. Payfit, c'est plus de 18 000 entreprises clientes. Alors si tu veux toi aussi arrêter de perdre du temps avec l'administratif et te concentrer sur ton vrai métier, je t'invite à aller faire un tour sur payfit.com. Est-ce qu'il n'y a pas une autre motivation aussi, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Valran, c'est effectivement cette volonté, sincère de Musk et d'une grande partie d'ailleurs de la Silicon Valley de réduire la dette américaine, et notamment à travers cette initiative du Doge. Et d'ailleurs c'est ce qui a créé Clash, c'est Ouais, bah oui, la Big Beautiful Bill. Mais en fait, là-dessus, si on peut monter un tout petit peu dans les tours, j'espère que les gens suivront là-dessus. Mais en fait, si on regarde les choses, c'est que les États-Unis sont par définition déficitaires budgétairement. C'est ce qui leur permet en fait d'avoir une hégémonie du dollar.
c'est parce qu'ils sont capables d'être déficitaires qu'en fait, ils peuvent réussir à étendre leur influence sur le monde via le dollar. Sauf que là, il se passe un léger changement par rapport à ça, c'est que la dette commence à être exponentielle, parce qu'en fait, c'est tous les mécanismes. D'ailleurs, on a exactement les mêmes en France, on a exactement les mêmes au Japon. Donc en fait, les États-Unis n'est pas du tout un cas isolé de ce point de vue-là. Juste la France est exposée à l'euro et donc à l'Europe, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, ce qui fait craindre beaucoup de gens là-dessus, c'est que l'État américain et l'État fédéral a une transparence catastrophique de dépenses. Ça, en France, c'est pareil, mais en France, la Cour des comptes, si on creuse, on peut quand même avoir les datas. Le Pentagone, c'est une boîte noire financière. Et ça, je pense qu'en France, on est quand même très habitué à une forme de transparence, même si ça empêche évidemment pas les abus. La boîte noire du Pentagone, c'est des milliers de milliards depuis des années dont on ne sait pas sur quoi ils ont été dépensés. Et ça, je pense que ça a commencé à toucher une limite parce que le Pentagone et la CIA, c'est pour ça que d'ailleurs, Pierre, certaines personnes remettent en cause ce que tu dis. Je dis pas que ce que tu dis est pas vrai, hein, mais remettre en cause ce que tu dis, c'est parce que la CIA, le FBI, le Pentagone commencent aussi parfois à être jugés partis parce qu'ils ne sont plus seulement le bras armé du politique, mais ils sont eux-mêmes avec leur propre agenda des grands décisionnaires. Le FBI avec Kennedy, il y a eu beaucoup d'histoires de suspicions, de complots autour de ça. La CIA avec l'agenda international où ils ont plusieurs fois agi contre les ordres du politique sur des territoires étrangers. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui, pour les géants de la Silicon Valley, et c'est pour ça que je pense qu'ils ont beaucoup switché vers Trump, commençait à peser parce que les boîtes de la Silicon Valley commencent à avoir un impact et du coup une prise d'information mondiale. Donc en fait, ils sont capables d'avoir des infos, et Palantir en est peut-être l'exemple final, on va dire peut-être le monstre absolu de ça, capable d'avoir des infos que le gouvernement américain n'a pas, et du coup ils se disent, attendez, pourquoi on dépense 10 fois plus que ce que ça vous coûterait chez nous d'obtenir le même résultat? Et comme ils ne savent pas où part l'argent, beaucoup de gens de la Silicon Valley, dans cette vision un peu libertarienne, sont en mode on coupe les coûts pour avoir de meilleurs résultats en faisant des contrats privés avec ces boîtes-là, ce qui en plus, eux, leur bénéficie d'un point de vue business et d'un point de vue shareholder values. Hein. Évidemment, ils sont biaisés dans ce calcul-là. Mais la racine, c'est d'ailleurs la même qu'on constate en France, et beaucoup de gens, dont je fais plutôt partie, trouvent l'idée de départ du Doge intéressante. L'idée de se dire on audite en public et on documente les dépenses de l'État pour arbitrer démocratiquement ce qu'on veut, c'est une excellente idée. Le problème, c'est que ça peut pas être l'homme le plus riche des États-Unis et en plus riche grâce au contrat de l'État qui le fait. Ça n'aurait aucun sens de faire ça. Surtout, ce qui était annoncé, c'était des réductions alors j'ai plus les chiffres en tête, mais des dizaines de milliards en quelques mois, 30% de la masse salariale fédérale en 18 mois. L'objectif qu'avait donné Elon Musk, c'était 2 trillions de dollars. On en est très loin. Hein. C'est 150, je crois, au dernier compte. On est à 150 milliards aujourd'hui, et encore les chiffres restent à prouver. Non mais il y a le truc sur le USDebtClock.org. On pourra partager, tu sais, le compteur là qui se refresh. Je l'ai mis là. Ça dit, alors je pense c'est à prendre avec des grosses pincettes. Ça dit 500 milliards de saved par le Doge. Pour l'instant, mais en effet, comme tu disais, Walran, la dette, elle est à 36 trilliards et elle continue de grossir, donc on est à 107 000 $ par citoyen américain. Donc c'est énorme. Enfin, les chiffres sont énormes. Par contre, moi, pour revenir sur ça, je pense que le risque, en fait, la Silicon Valley notamment, s'est empressé de aller sur ce sujet de la dette. Parce que l'argent est devenu très rare, en fait, et l'argent est devenu très cher. Et en fait, il faut toute cette politique de la Fed sur garder les taux hauts, etc., fait que l'argent VC et l'investissement en général c'est rarifié. Et donc c'est pour ça que Sam Altman est allé faire des petits. Donc ils ont besoin de l'argent public. Flexion de genoux, exactement. Et donc ils ont obligé d'aller voir ça. Et le premier à en avoir besoin, c'est Elon Musk. Elon Musk. Pareil, je connais pas les chiffres de chaque entité de Elon Musk a reçu des quantités d'argent fédéral incroyables. C'est quoi les chiffres? Je crois que c'est de mémoire 33 milliards. Je regarde. Sur SpaceX, en tout cas, c'est estimé à 25% de leur chiffre d'affaires, les contrats publics. Les contrats publics. C'est important aussi parce que parfois dans l'imaginaire contrat et il y a contrat et subventions. SpaceX c'est des contrats publics et Tesla c'est des subventions aux consommateurs qui va favoriser l'achat d'une Tesla. Je le dis parce que de France, il y a eu beaucoup de journalistes et j'ai trouvé ça dommage qui n'ont pas fait la distinction entre les deux en disant Elon Musk est devenu riche grâce aux subventions. Non, il est devenu riche grâce à des contrats publics. Depuis 2010, les entreprises de Musk ont touché plus de 38 milliards de dollars en subventions, crédits et contrats
fédéraux. Rien qu'en 2024. Oui, mais le problème, c'est qu'en mélangeant les trois, Ouais, on en fait exactement. une catégorie, alors que c'est pas la même C'est un chose. contrat. Le vrai risque de SpaceX vis-à-vis du gouvernement, c'est pas forcément les contrats, t'as raison. Il est pas forcément dépendant de la NASA aujourd'hui. C'est des risques réglementaires. Parce que si la FAA n'approuve pas le lancement de ces fusées, il pourra pas les lancer. Donc il y a un risque réglementaire considérable qui fait que ces fusées pourraient rester au sol, quoi. Et là, c'est pour lui très ennuyeux, quoi, plus que le reste. Parce qu'il trouvera des contrats commerciaux ailleurs pour garder SpaceX moins rentable probablement, mais en tout cas à flot. Alors, les conséquences, justement, puisque on expose un petit peu le script, mais c'est pas grave. Les conséquences pour Elon Musk aujourd'hui de cette risque avec Donald Trump, effectivement, ces conséquences sont énormes. Vous en avez parlé. Il y a SpaceX. Et comme tu le dis, Pierre, c'est pas simplement les contrats, c'est aussi l'autorisation de voler, hein, tout simplement, qui peut lui être retirée. Et puis il y a aussi d'ailleurs, Bezos et Boeing doivent se frotter les mains, même s'ils sont pas prêts. Mais Bezos est pas prêt, mais ça peut faire les affaires de Jeff Bezos. Oui, mais là-dessus, mon associé et les rédacteurs en chef du Crayon, qui s'appelle Antonin, m'a fait une blague hier. Il m'a dit on est passé en quelques jours de Godzilla versus Kong à Godzilla X Kong. Et j'ai trouvé ça très marrant parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont rabibochés en 2 jours. Et je pense que pour le coup, leur rabibochage durera. Parce que les deux ont trop à perdre. Là, pour le coup, vraiment, même Trump, qui paraît trôner sur le bureau ovale et tout, s'il a un Elon Musk qui le pilonne pendant les mi-termes, il est mort. Ouais, alors justement, on va le regarder. Mais regardons déjà ce qui est at stake, comme diraient les Américains, pour Musk. Mais aussi, effectivement, tu as raison, il y a du côté Trump aussi une menace. Tesla. Déjà, les ventes vont pas très bien. Il a plus les achats des bobos démocrates, et s'il se fout sur la gueule avec Trump, les MAGA vont pas acheter des Tesla. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il semblerait que la Tesla qu'il a offert à Donald Trump soit déjà en vente. Mais il y a aussi chez Tesla des enquêtes, parce que je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ces images, je les montrerai à l'écran, des premiers robotaxis de Tesla qui sont en train de circuler, d'ailleurs sans absolument aucune autorisation. J'ai l'impression que ça se passe à LA. On voit des Tesla, les nouveaux modèles Y, sans conducteur, en train de se trimballer au milieu de LA, à moins que ce soit des voitures qui essaient d'échapper aux émeutes en cours à LA. Mais on a peut-être là, en fait, les premiers robotaxis qui sont en test à Los Angeles. Et il y a des enquêtes fédérales de la National Highway Traffic Safety Administration concernant justement l'autorisation de ces robotaxis. Donc ça aussi, imaginez un seul instant que se foutre sur la gueule avec Trump, c'est aussi mettre en péril ces autorisations. Et on sait que il a perdu la bataille des véhicules électriques face à BYD, et que le seul salut aujourd'hui de Tesla, ce sont ces robotaxis qui changeraient complètement la nature de la boîte. Et puis, il y a un autre truc, beaucoup plus personnel, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est sa citoyenneté américaine. Certains républicains demandent une enquête, notamment Bannon, sur son statut migratoire, parce qu'il aurait immigré aux États-Unis de façon illégale au départ. Il a bien évidemment la nationalité américaine, mais il n'était pas super clean au moment où il est arrivé aux États-Unis. Et donc, on pourrait lui retirer sa nationalité. C'est d'ailleurs pas le premier que l'administration Trump priverait de sa citoyenneté parce que il y aurait une enquête ou un truc comme ça. Plus tout un tas d'autres trucs. Il y a une enquête aussi en cours de la part des démocrates qui demandent à regarder plus près son rôle au sein du Doge, qu'ils considèrent comme anticonstitutionnel. Bref, il y a plein de trucs sur la tête de Musk aujourd'hui. La cour d'école quand même, hein. Si je peux me permettre, c'est toute l'omnipotence de l'État qui se permet en fait de dire si t'es pas d'accord avec moi, je t'enlève ça, je tape dessus. Enfin, c'est de la politique, hein. Je pense que c'est pareil. Ouais, non, mais c'est pas sérieux. C'est à un moment donné, si tu veux la politique, c'est pas ça. Je suis désolé, c'est servir l'intérêt général. Là, on est en train de voir des hommes très puissants qui se tapent l'un sur l'autre en s'arrachant des poupées. On n'a pas la même chose en France, Valran? C'est ridicule. C'est justement ce que j'allais dire, Pierre, c'est que pour le coup, moi, théoriquement, je suis amoureux de ton discours, et moi j'ai créé un média parce que justement, je me disais, si jamais le Crayon n'arrive pas à porter des débats calmes, au final, on va vraiment terminer par se taper vraiment dessus. Le truc derrière, c'est que aujourd'hui, et je trouve que je sors un tout petit peu du sujet, mais je vais y revenir après, mais les auditions qu'on a eues à l'Assemblée nationale des TikTokers
montre bien qu'en fait, à la fin, aujourd'hui, la légitimité démocratique, où elle se situe. Parce que je suis désolé de le dire, mais si Nasdaq s'il se présente aux législatives dans son quartier, il écrase n'importe quel candidat. Et en fait, c'est un peu ce que Trump est aux États-Unis, avec un peu d'avance sur la France, mais c'est ce que Trump est aux États-Unis. C'est une marque construite à la base, parce que ça les gens ne le savent pas, mais c'est une marque qui est construite à la base par ses créanciers, ses créanciers. C'est qu'en fait, Trump devait 600 millions de dollars, donc ses créanciers ont utilisé son nom pour lancer tout un tas de produits pour se rembourser, mais du coup, on investit sur une marque qui est devenue mondiale, marque qu'il a capitalisée pour pour faire la série The Apprentice, pour au final créer de l'autorité auprès du public américain et devenir président. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça le jeu politique, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et quand on regarde aujourd'hui, Bardella n'a pas prouvé grand-chose d'autre qu'être un excellent communicant sur les réseaux sociaux. Et c'est pas même un sujet de fond pour le coup, chacun a ses idées, moi je respecte les idées de tout le monde, mais aujourd'hui le niveau des classes politiques mondiales sont en écroulement total parce que dépendant d'un système démocratique qui n'a pas été updaté depuis que les réseaux sociaux sont devenus le convoi principal de l'information. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de changer de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on l'a construite n'est plus adaptée à la vitesse, la violence et l'ampleur que peuvent prendre les réseaux sociaux sur une personne, une idée, un sujet. Et je pense que pour moi, c'est plutôt comment les pays occidentaux, les États-Unis ou la France, peuvent se regarder pour reconstruire des règles qui peuvent anticiper ce genre de cas. Parce non, mais les règles, c'est quoi, Valent? Les règles, c'est quoi? C'est là ce que tu es en train de dire. La localité, c'est que... par exemple, la localité. Je te prends juste un exemple, la localité. Plus un système est décentralisé, moins il est sensible à l'ascension fulgurante d'une personnalité sur les réseaux sociaux. La Suisse, l'Allemagne, par exemple, de ce point de vue-là, sont beaucoup plus résilientes. Et c'est con, hein, c'est des exemples, mais c'est juste plus un pays est centralisé ou plus le pouvoir peut être dans les mains de peu de gens, plus les réseaux sociaux vont amplifier des fractures démocratiques. Et ça, c'est documenté, hein, le livre de Ampoli en ce moment en parle relativement bien. Et en fait, moi, mon sujet par rapport à ça, parce que moi, c'est mon dada, hein, ces sujets-là, mais c'est juste de se dire que un Trump n'est pas un épiphénomène et un Musk n'est pas un épiphénomène. C'est des signes avant-coureurs d'une multiplication de phénomènes comme ça. Et je pense qu'on se rend pas compte que c'est que le début. Et je vous le dis, moi, je vous l'annonce, et peut-être que je serai le premier en France à l'avoir dit ici, mais attention, MrBeast va y aller un jour. Et le jour où MrBeast va y aller, il aura beaucoup d'argent, beaucoup d'influence et un ethos nickel parce qu'il fait des offres caritatives. Et Squeezie en France, alors, à ce moment-là, pourquoi est-ce que Squeezie va pas, quoi? Je verrais plus, dans ce cas-là, un Hugo Décrypte ou un Thibaut InShape qui ont l'air de plus être sur ces sujets-là. Squeezie, je pense qu'il restera en divertissement, mais Thibaut InShape, sincèrement, un mec qui fait de la muscu, quoi, c'est ça? Quelle différence avec Bardella aujourd'hui? Oui. Il est moins musclé, non? Faut voir, il faut qu'il enlève la chemise. En fait, sur l'incompétence des politiques, t'as raison. C'est tout le drame des démocraties modernes aujourd'hui. Là-dessus, on peut pas le dire. Ce qui est quand même nouveau, pour revenir à la relation entre Trump et Musk, c'est le manque d'éthique. Je pense que ça, c'est un truc qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on a des conflits d'intérêts partout, que tout le monde les voit et qu'il ne se passe rien. Il n'existe plus de contre-pouvoir à ces gens-là pour qu'en fait, il se passe quelque chose. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, pour moi, Musk et Trump sont quand même servis sur la bête depuis qu'ils sont élus. Ils n'ont pas fait ça dans l'intérêt des Américains. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de contre-pouvoir, que ce soit la justice ou que ce soit... Non, mais Pierre, je suis pas d'accord avec toi. Qui a agi, bah tu peux. Ouais. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a un contre-pouvoir aux États-Unis, mais que malheureusement, mais c'est que la justice prend du temps. Et que ce que décrit Valran, c'est qu'on est dans un jeu de télé-réalité qui est pratiquement en temps réel et qui est immédiat. Exactement. Et je pense que d'ailleurs Trump le sait très bien, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle d'un troisième mandat de Trump? C'est parce que une fois son mandat terminé, il lui reste quoi? Il lui reste la tôle. Et puis la mort, parce que c'est un vieux monsieur, quoi. Il y a des contre-pouvoirs, mais ces contre-pouvoirs, ils sont poussiéreux, ils sont d'un autre temps, ils sont très très lents, parce qu'ils respectent aussi une procédure qui est nécessaire. Il fait le juger, ça prend du temps. Donc tu es d'accord avec moi pour dire que ça marche pas quand même? Ah non, mais ça marche pas, Pierre. Ça marche in fine, mais ça marche pas immédiatement. C'est-à-dire que le mal est fait, quoi. Et après, donc ça marche pas. Pierre. Ouais, et après Pierre, sur la question d'éthique, je pense qu'il y a la lecture américaine et la lecture européenne. En fait, nous, tous les coups bas politiques, alors il y en a un peu sur les plateaux télé, etc., mais c'est beaucoup en cachette. C'est beaucoup plus subtil, je pense, notamment en France et en Europe en général. De et moins aux États-Unis. Je sais pas si c'est subtil. Hein.
Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas aller sur Twitter. On est des petits joueurs. On est des petits joueurs. Ouais, on est encore petits. Ça vient. Ouais. Et d'ailleurs, donc je pense que la lecture déjà du peuple américain de qu'est-ce qui est bon pour son intérêt est vraiment très différente de ce qu'on considère être bon pour l'intérêt d'une population, par exemple en Europe. Donc les curseurs en fait sont complètement différents et mettre quelqu'un qui est accusé dans des scandales potentiellement sexuels, des détournements de fonds, la crypto, tout ce qu'il a fait Trump, que du délit d'initié, etc. Il dit c'est pas grave parce qu'au final il est envoyé par Dieu et de toute façon il va nous sauver et voilà. Donc l'éthique elle est vraiment sur un spectre qui est complètement différent. Et pour revenir sur ce que tu disais Walran, qui est vachement intéressant, moi j'avais dit en janvier. Je pensais que Musk avait acheté Twitter avec déjà, pour le coup, un vrai calcul politique parce qu'il avait compris que Twitter était le nouveau média pour contrôler les populations, pour contrôler la politique et pour se faire élire. Et aujourd'hui, je pense que la relation qui s'est rééquilibrée là depuis 48 heures ou 72 heures du fait de se dire attention, moi j'ai une arme nucléaire parce que je peux t'enlever tous tes accès à la NASA, tous tes accès à l'espace, tous tes accès au robot taxi dans les villes. Donc ça c'est côté Trump, c'est son arme nucléaire pour faire descendre Musk de son cheval. Et de l'autre côté, Musk il lui dit attention, moi j'ai tous tes magas, ils sont sur Twitter. C'est ton antichambre. Alors il a son petit social network, mais en fait qu'est-ce qu'il fait? Il retweet en permanence. Il fait un screenshot de ce qu'il a mis sur son réseau perso pour le mettre sur Twitter. Et je pense que ça c'est un vrai, pour le coup, contre-pouvoir qui est comme il est dans les mains de quelqu'un qui est une girouette permanente. Il ne marche pas. Non, mais de toute façon, sur l'éthique des politiques, on a bien compris que ça fait longtemps que c'était plus le jeu qui faisait gagner, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, souvent Warren Buffett parle d'incitation. C'est montrez-moi les incitations, je vous montrerai le résultat. Et aujourd'hui, les incitations pour être élu ne sont pas du tout celles de la compétence ou de l'éthique, c'est celles justement du sensationnalisme ou de l'empathie. Et puis on sait que quand il a eu sa tentative d'assassinat, ça a créé un engouement populaire, ou même des rappeurs qui sont plutôt d'habitude démocrates parce que défense des minorités afro-américaines, bah en fait même eux disaient en fait un peu gros respect quoi, tu vois. Mais c'est vrai, c'est la politique, c'est comme YouTube, c'est comme une chaîne YouTube. Plus on dit des conneries, plus ça fait des views et donc plus t'as de l'audience et donc tu peux être élu. Mis à part que le rôle de la politique, c'est quand même de gérer la cité et que dans la cité il y a des gens et que les gens en pâtissent. Donc à un moment, si tu veux, faut redevenir un minimum sérieux quoi. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que effectivement, on a quand même un Elon Musk qui part en mode berserker et qui balance des trucs absolument des montagnes, des trucs incroyables. Il dit que par exemple, si les Epstein Files n'ont pas été dévoilés, c'est parce qu'il y a Trump dedans. Enfin, ça va quand même super loin. Et qui 3 jours plus tard dit bon, ok, j'ai été un petit peu trop loin. Et effectivement, ça ne choque plus personne. C'est-à-dire qu'on se dit tout le monde est rassuré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde se dit c'est bon, ils se sont rabibochés. Finalement c'était une passade. Mais quand tu analyses la semaine et ce qui s'est raconté, où on a parlé quand même de sujets hyper sérieux, il s'agit d'une loi qui passe de budget au Sénat qui est super importante, effectivement avec des sujets super importants autour de la dette américaine qui ne fait qu'exploser. Un Musk qui réagit en disant c'est une catastrophe pour l'État et pour la dépense américaine, qui passe de ça à Epstein, qui passe de ça machin, etc. Et puis qu'un Trump qui dit mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça, je comprends pas, on était bien copains, nanana, et qui maintenant dit non mais en fait j'ai peut-être été un peu trop loin, et tout le monde est là, c'est génial. Non mais tout le monde est rassuré. Et parce que personne peut rien faire, Carlos. En fait, c'est un peu tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout en fait. Et c'est ça tout le sujet. Et aussi, et c'est là où en fait, c'est ce qu'on dit pas assez d'ailleurs à mon avis sur Elon Musk, mais c'est que Elon Musk peut faire gagner beaucoup de monde, beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'investisseurs de petits porteurs, beaucoup d'ingénieurs, d'employés, de domaines. Enfin, je rappelle quand même qu'à la base, Tesla est censé être une boîte pour la transition écologique. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui à la base sont censés gagner des victoires de Musk. Et donc en fait, quand les gens sont rassurés, en fait les gens composent malgré leur mauvais comportement. C'est un peu ce qu'on pouvait retrouver à l'époque de WeWork et de Adam Newman. C'est-à-dire en fait, on va maintenir le niveau de respectabilité de la personne et on va pas le cancel
parce que on n'a pas trop le choix de pas le cancel, sinon il y a trop de gens qui perdent en fait. Alors justement, la Silicon Valley, elle a serré les fesses après cette semaine de clash entre. Qu'est-ce qui leur fait le plus peur? Je pense que le truc qui leur fait le plus peur, c'est de devoir choisir un camp. On est dans un divorce, il faut choisir entre papa et maman, et ils sont incapables de choisir entre papa et maman parce que ils ont mis. Je pense que la Silicon Valley, d'ailleurs, un très bon exemple de ça, c'est le All In Podcast, qui a été un des artisans aussi de la victoire de Trump, en tout cas dans la Silicon Valley, n'a pas publié d'épisode la semaine dernière. Il y a un épisode qui sort normalement tous les vendredis. Le All In Podcast n'a pas publié d'épisode. Pourquoi? Parce qu'il y a David Sacks qui aujourd'hui est au gouvernement américain, qui est le monsieur crypto du gouvernement américain, que Chamath et que Jason Calacanis se sont prononcés en faveur de Donald Trump et qui sont hyper emmerdés parce que ce sont aussi les amis de Musk. Et que je pense que ce clash-là a pris de court tous les gens dans la Silicon Valley qui ont suivi Musk vers Trump, puisque c'est Musk qui a créé l'appel d'air vers Trump. Ils ont suivi peut-être parce que, tu as raison, Valran, ils ont un intérêt, et j'aime bien aussi ta théorie, Angie, sur le fait que l'argent devient une monnaie rare et que donc l'argent public, on en a aussi besoin, et donc on a intérêt à avoir Washington dans sa poche pour avoir accès à cet argent américain, à cet argent du public en tout cas, et que maintenant ils sont vachement emmerdés parce que tu choisis qui? Tu t'appelles David Sacks, cofondateur de PayPal avec Elon Musk, et tu choisis qui? Tu choisis Musk, tu choisis Trump. Et je pense que David Sacks a dû aussi se faire engueuler par l'équipe de Trump en disant, dis donc, c'est toi qui nous a ramené Musk, qui nous a imposé J.D. Vance. Regarde, le mec là, il est en train de péter un plomb. Il est en train de dire que Trump est dans les Epstein Files. Je pense que David Sacks, il a dû faire bravo avec ses fesses, hein, pendant 48 heures. Hein. La Silicon Valley, moi, je suis pas sûr qu'ils soient dans une position de choisir. Je pense qu'ils courbent le dos en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on prenne le moins de vagues possible, parce qu'ils savent que le truc est géré de manière absurde et que ça peut leur retomber dessus. Si tu regardes les grands de la Silicon Valley, les Google, je prends Amazon qui est à Seattle, si tu prends tous ces grands-là, Microsoft, ils font quand même un peu le dos rond en disant on va pas trop se mêler à ça parce que ça va brûler, ça va être très très toxique pour nous, mais on peut pas ne pas être trop loin, parce que si on est trop loin, on va dire qu'on est contre. Donc ils essaient de se débrouiller. Tu vois, un mec comme Tim Cook, par exemple, il a pas dit grand-chose sur Trump aujourd'hui. Pourtant, Apple est quand même cité par Trump. Google, il y a quand même une loi antitrust qu'ils ont sur le dos. Et ils essaient de faire le dos rond. Je pense que c'est ça. L'idée de ces gens-là, c'est de se dire, il faut qu'on m'oublie, il faut que le truc se passe et que moi, je reste en vie, parce que dans 3 ans, il y aura plus Trump. Mais je pense que là où Musk a eu tort, c'est qu'il s'est dit, il s'en est mêlé. Il s'en est mêlé parce que je pense que c'est un adolescent attardé qui s'est dit super, je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie grâce à Trump. Mais qu'aujourd'hui, je pense qu'il a détruit son industrie en totalité. Je pense que Tesla ne s'en remettra jamais. Tu penses que c'est un suicide? Total, absolu. Je pense que SpaceX a tellement d'avance technologique aujourd'hui et c'est tellement nécessaire à plein de choses que ça sera repris, ça se débrouillera. C'est un des seuls trucs où les États-Unis sont en tête, hein, l'espace. Hein. Exactement. Il reste plus je pense que sujets, Tesla aujourd'hui est une boîte qui est détruite. L'image de marque est détruite. Pour la reconstruire, il faudra à part s'il réussit les robotaxis. À part s'il réussit les robotaxis. Au-delà de ça, moi je dirais juste sur Tesla, c'est quand même très lié à l'image du personnage. Donc il y a quand même des moyens de pression. Alors c'est compliqué. La bourse, ça passera peut-être par un moins 50%. Donc là, on a peut-être fait moins 50% depuis le début de l'année sur l'action. Pas tout à fait, mais bon, de Tesla, c'est pas bon. Mais ouais, pas loin. Ouais, je crois qu'on a fait moins 14% le jour de la séance où c'est remonté depuis. C'est remonté depuis. Ouais, ça a bien remonté. Mais tu vois, tu dis Tesla est mort. En fait, Tesla est lié à Musk, mais tu mets un super CEO. Tesla, ça reste des super voitures, ça reste une super technologie, la data comme personne n'en a. Donc moi, je mettrais pas quand même tout dans le même panier. Angie, sauf que Elon Musk a dit que pour qu'il y ait un nouveau CEO chez Tesla, il faudra qu'il meure. Mais il y a ce qu'il dit, il a une grosse partie de la boîte. Et puis que pour le coup, s'il y a bien un truc, on parlait un peu de la psyché de Musk et de son profil psychologique. S'il y a bien un truc que nous a démontré Musk, c'est qu'il n'est jamais aussi fort que quand on veut prouver qu'il est nul.
C'est à chaque fois que quelqu'un voulait faire un short sur Tesla, comme ça avait été le cas de Bill Gates, ou quand des gens ont dit on croit plus en Tesla et tout, c'est le moment où il se met en mode founder mode, il dort dans les usines, il dort 3 heures par nuit, il hurle sur les ingénieurs, et en fait le truc repart parce que le type est quand même le plus grand industriel du 21e siècle. Moi, je pense qu'il va nous emmener sur Mars et on va tous oublier qu'il a fricoté avec Trump pendant 6 mois. Mars, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis d'accord que les cycles médiatiques sont quand même de plus en plus courts. Nous, on le voit bien avec le crayon. Alors, la France, ça va moins vite qu'aux États-Unis, mais nous, on le voit bien avec le crayon où, en fait, t'es en haut un jour, t'es en bas un autre jour, t'es en haut un jour, et ça, c'est le cas d'absolument tous les médias digitaux que je connaisse. J'ai entendu beaucoup de gens enterrés bruts il y a 12-18 mois en France. C'est loin d'être enterré. Alors, aujourd'hui. Des chiffres, je vous les donne puisque vous me les avez demandé. Tesla, effectivement, depuis le début de l'année, c'est moins 18%. Mais si on regarde Tesla depuis un an, c'est plus 90%. Donc attention, c'est pas si dégueulasse que si tu ça. regardes les ventes en Chine, les ventes en Europe, les ventes aux États-Unis, il y a quand même des baisses qui sont extrêmement significatives. Ah mais bien sûr, je te dis pas que tout va pour le mieux chez Tesla, mais je pense que Tesla est en plein pivot. Je pense que Elon Musk n'en a plus strictement rien à foutre. Tesla, exactement, il en a plus rien à foutre de vendre des véhicules électriques. Ça va mettre du temps avant de monétiser Optimus ou les robotaxis, ça va mettre du temps. Donc mais du temps. Et quand t'es l'homme le plus riche du monde, du temps justement, c'est ce que tu as, quoi. C'est ça ce que tu as. Mais moi, je pense qu'il en a plus rien à foutre de vendre des véhicules électriques. Il sait qu'il a perdu la bataille contre BYD, qui est bien meilleur que Tesla et qui fabrique des voitures bien meilleur marché et de presque aussi bonne qualité. Ça me fait chier de le dire, mais c'est la vérité. C'est la Chine est très forte là-dessus et que l'avenir de Tesla, elle passe par les robotaxis et par Optimus. Un truc que ça me fait, c'est une question pour toi, Valorant. On a beaucoup entendu pendant cette campagne présidentielle, notamment sur les plateaux de France 5, des gens venir nous expliquer, des grands intellectuels français, donc de gauche, puisque visiblement il n'y a pas d'intellectuel à droite en France. C'est toi, Carlos, notre intellectuel de droite en France. Non, putain, mon Dieu. Elle insulte. Il a pris feu là. Non, mais on nous a expliqué, je pense à des gens comme Asma Mala et je pense à d'autres comme ça, qu'il y avait une sorte de grande organisation, de main invisible, pilotée par la Silicon Valley pour prendre le pouvoir sur Washington. Ce qui est en train de se passer là aujourd'hui montre que c'est complètement faux, cette histoire. La Silicon Valley n'a absolument aucun pouvoir à Washington. Trump vient de montrer que celui qui commande, c'est lui, quoi. En fait, c'est le pouvoir, il est bien à Washington. Il est pas du tout piloté par la Silicon Valley. Ils sont tous en train. Là, tu leur mets une olive, ils pressent à froid, là, quoi, tous. Je peux te dire qu'ils sont tous terrorisés aujourd'hui dans la Silicon Valley. Oui, mais alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que pour le coup, là, c'est même un raisonnement un peu systémique qu'on voit dans pas mal de trucs. Il peut y avoir des thèses complotistes qui deviennent vraies, mais le complotisme, en tant que système de pensée, est toujours une erreur, parce qu'il oublie évidemment le rasoir d'Occam, c'est-à-dire ne privilégiez pas à la malveillance ce que la bêtise simple suffit à justifier. Michel Rocard. C'est Michel Rocard qui avait dit ça. Mais surtout, et ça c'est vraiment un truc que je pense que les gens comprennent pas, et je vais prendre l'exemple du forum de Davos, parce que ça pour le coup c'est plutôt des thèses que la gauche veut invalider, donc comme ça permettra aussi de faire le ping-pong inverse. Les gens ne comprennent pas que c'est juste, en fait, de la guerre d'intérêts entre gens puissants. Ça n'est pas une organisation qui pousse dans le même sens. C'est des guerres d'intérêts entre gens puissants. Parce qu'entre Bill Gates et Elon Musk, il y a des intérêts divergents. Parce qu'entre Peter Thiel et Reid Hoffman, il y a des intérêts divergents. Parce que entre la Chine et les US, et enfin, je vais pas vous faire la liste, mais vous voyez l'idée. Et l'idée qu'en gros, il y aurait un Klaus Schwab, où il y aurait un Elon Musk. Oui, qui se réunissent le vendredi soir pour se mettre d'accord, alors qu'ils se détestent tous les uns les autres. Effectivement, c'est ridicule. Mais plus que se détestent, ils sont en concurrence. Donc parfois ils s'allient quand ils ont intérêt, parfois ils se font la guerre quand ils ont intérêt. Et en fait, il y a assez peu pour moi de sincérité dans ces relations-là. Il y a quelques relations sincères. On sait que Elon Musk et Larry Ellison sont relativement proches, toujours un peu dans ce complexe paternel de Elon Musk. Ouais, on sait que Reid Hoffman et Bill Gates sont sur des lignes de conduite relativement similaires idéologiquement et se fréquentent assez bien. Donc ça, on sait qu'il y a des trucs mais Peter Thiel et Musk ne peuvent pas se voir. Exactement, alors que pourtant ils sont alignés sur les idées. Et alors qu'ils sont alignés sur les idées. Et donc en fait c'est une guerre d'intérêts. Et c'est pour ça que Asma Mala là-dessus a tort, alors qu'elle peut avoir raison sur d'autres trucs. Mais c'est qu'en fait il n'y a pas de grand complot simplement parce que il n'y aurait pas possibilité d'aligner les intérêts des grands comploteurs. C'est aussi con que ça en fait. Il y a aussi des guerres d'ego. Et oui, puis, bien évidemment.
Et moi qui croyais qu'ils se réunissaient avec des bougies, des capes et des masques dans des caves. C'est ce qu'essayent de nous faire croire certains chercheurs du CNRS et puis certains journalistes de France 5. Hein. Puff Daddy faisait ça, donc. Oui, mais c'est sur d'autres choses. Et du coup, il contrôlait pas grand chose au final, à part malheureusement des victimes. Ouais. Mais ouais, quelle horreur, c'est pas très. Mais tu vois, et ça c'est là-dessus en fait juste, il y a des omertas. Mais je crois pas qu'il y ait de grands complots et je crois pas que ça soit possible, en fait, de créer de grands complots systémiques. Il peut y avoir sur une affaire, sur un assassinat, sur une IP, sur une OPA hostile, sur une régulation. Là, c'est sûr qu'il y a des travaux dans l'ombre. Mais sur un système, sur plusieurs mesures, plusieurs secteurs, plusieurs sujets, c'est intenable, en fait, comme truc. Et encore plus à l'époque des réseaux sociaux où, en fait, en 24 heures, on peut expliquer que l'un est dans des fichiers Epstein et le lendemain dire, ah, désolé, j'avais mal lu, en fait, c'était un autre Trump, quoi. Tu vois, c'est Donald Trump, en fait. C'était pas Donald Trump. C'est Donald Trump. Ouais, oui, exactement. On a parlé des conséquences pour Elon Musk. Vous vouliez parler un petit peu des conséquences aussi pour Trump. Pour vous, quelles sont-elles? Parce que c'est vrai que avec cette élection, on a vu le mariage, et c'est ça d'ailleurs qui a permis l'élection de Trump, de trois droites qui jusqu'à présent avaient du mal justement à s'associer. C'est la droite MAGA qu'on connaît, qui a toujours été derrière Trump, mais avec une droite plus libertarienne qu'on trouvait un petit peu dans la Silicon Valley, puis une droite un peu plus traditionnaliste, un peu plus évangéliste, voire quelquefois un peu complètement perché, quoi. Là, on a des photos dans le bureau ovale. Vous parliez tout à l'heure de Trump comme le Messie et de fait qu'il a échappé à l'attentat et que c'était la main de Dieu qui l'avait protégé. Il y a aussi cette droite-là, elle existe aux États-Unis. Donc on avait cette association des droites, pour faire le parallèle avec l'association des gauches qu'on a eu nous en France à certaines époques, qu'on essaye des fois de raviver. Avec Trump, avec ce clash entre Musk et Trump, est-ce que justement, c'est ça le grand risque pour Trump, c'est de voir cette alliance des droites américaines se défaire complètement, parce que il peut perdre la droite libertarienne et se retrouver avec les fous évangélistes et puis les quelques MAGA qui le soutiennent. Et là, publiquement, c'est plus du tout la même image que Trump a. Parce que il lui a amené aussi cette vision un petit peu moderne et innovante. Musk a apporté un vernis très très intéressant à Trump. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il y a des sénateurs républicains qui se mettent du côté de Musk aujourd'hui. Pour moi, Trump, c'est la droite populiste. D'ailleurs, c'est dans sa bill qu'il a passé la Big Beautiful Bill. En fait, il y a beaucoup de tax cuts pour les pauvres, finalement, et c'est ça qui va coûter les 2,4 trilliards à l'État américain, parce que c'est du populisme, il veut adresser ces gens-là. Alors que la droite, on va dire plus classique, elle veut réduire le déficit. Donc il y a effectivement aujourd'hui des gens qui disent non mais Musk a raison, et de l'autre côté des gens qui disent c'est bien ce que fait Trump, ça va effectivement être un souci. T'as vu la nouvelle taxe qu'il vient de mettre en œuvre, qui voudrait mettre en œuvre aujourd'hui, bien évidemment, je suis certain qu'elle ne passera pas, mais il veut mettre une taxe de 3,5% sur l'argent des immigrés aux États-Unis renvoyés dans leur pays. Donc voilà, on est à fond dans le populiste. Il dit que voilà, ça représentera qu'il y a 185 milliards de dollars envoyés chaque année en Inde par des immigrés indiens sur le sol américain. Il veut devenir Western Union, en fait. C'est un type monstrueusement égocentrique. Et c'est un type obsédé par l'argent. Mais ça expliquerait tout sans en faire quelqu'un de débile. Et je pense que pour le coup, la clé simpliste, elle serait autour beaucoup plus de son intérêt personnel et de son désintérêt absolu de tout ce qui ne lui rapporte pas un gain définitif. Et je pense d'ailleurs, pour revenir au clash Musk-Trump, que c'est pour le coup une ligne de fracture ultra profonde, parce que Musk a probablement tous les défauts du monde et il est probablement tout aussi égocentrique. En revanche, je pense que Musk est moins égoïste. Je pense que Musk se voit pour le coup beaucoup plus comme un sauveur de l'humanité, de tout. Il se voit beaucoup plus comme une figure christique. Là où Trump, il se voit pas du tout comme une figure christique. Il en a rien à foutre. Pour lui, tout est du business bilatéral. Et en fait, la seule chose qui l'intéresse, c'est comment il peut maximiser son gain personnel, soit dans les sondages, soit dans l'argent, soit dans les réseaux, quoi. Il le fait pas très bien. Hein.
Et Musk n'est pas drivé forcément par l'argent. Il est l'homme le plus riche du monde, mais c'est pas quelqu'un qui... la séquence Go Fuck Yourself avec Bob Iger, quoi. Exactement. C'est quelqu'un qui est plutôt drivé effectivement par sa mission sur Terre ou dans l'espace ou dans l'univers, plus que par son enrichissement personnel. Je pense aussi que Trump a se méfier un petit peu parce que pendant cette séquence, Musk a lancé un sondage où il a dit il faut qu'on sorte de ce piège dans lequel on est tombé entre républicains et démocrates, et il est peut-être temps de créer un nouveau parti. Je montre les chiffres là. Il y a eu 5 600 000 votes. On voit aussi là, en l'espace de quelques heures, la capacité qu'a Musk de mobiliser des gens. Tu disais tout à l'heure, Pierre, Trump a été élu par 25% de la population américaine. Là, un sondage de Musk sur Twitter, ça fait 5 630 775 votes en l'espace de quelques heures. Et 80,4% des votants à ce sondage, alors vous allez me dire, ça se trouve, c'est complètement pipé et qu'il a modifié les chiffres, je ne le pense pas, disent que oui, ils sont plutôt d'accord. Pourquoi ne pas créer un troisième parti? Il y a la possibilité aux États-Unis d'avoir un parti indépendant et d'aller rivaliser avec le Parti républicain et le Parti démocrate qui est toujours en train de récolter de ramasser des pâquerettes. Ils sont toujours pas. Ouais, mais je pense que ça, pour moi, je pense que c'est une chimère. Je suis convaincu que c'est une chimère parce qu'on a quand même un représentant du parti du milieu en France et des résultats que ça a eu. Je pense que c'est une chimère parce qu'en fait, je pense que c'est un ravalement de façade, en fait, cette logique de la création d'un nouveau parti. Toi, tu considères que Macron, c'est un représentant du parti du milieu en France? Oui, bah complètement. Non, moi je considère que Macron c'est le représentant de la droite sans idée. Mais pour moi Macron je le mets à droite. Moi je le mets pas au centre. Non, mais on est peut-être en avance. On est peut-être en avance en France, mais en gros ce que a réussi Macron, c'est ce que pourrait faire un Elon Musk s'il s'entourait d'un MrBeast et il fait un ravalement de façade. Mark Cuban. Et pour le coup, je pense que ce type de parti-là n'ont de potentiel de changement que la personnalité de leur fondateur avec un S. Dans le sens où Macron, il a été brillant de marketing en 2017, mais à la fin, ça restait exactement le candidat du système, d'ailleurs, comme beaucoup de gens l'ont dit. Là où, pour le coup, Musk ne le serait pas, d'ailleurs, il peut même pas être candidat tout court, pour le coup, mais là où Musk, MrBeast, Mark Cuban... On explique pourquoi, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Il n'est pas né aux États-Unis, il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Et là où, pour le coup, je trouve que ce parti-là aurait une similarité avec la République en marche et tout, c'est que ça serait de toute façon le parti d'un seul homme ou le parti d'une mafia. Et en fait, cette mafia-là n'aurait le potentiel de changement que d'à quel point elle est entourée de gens non institutionnels. Mais quand on voit le nombre de gens non institutionnels qui sont dans le camp de Trump aujourd'hui et qu'on voit qu'au final ça change pas grand-chose. Joe Rogan. Non, mais de toute façon c'est une illusion. Ça après, on va pas refaire le débat politique, mais de toute façon l'illusion de on va changer les choses, alors qu'en fait un pays c'est 200 ans de pivotage un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est une bullshit. Par contre, ce qui fait peur, et là pour revenir sur ton point, Carlos, ce qui peut faire peur à Trump, c'est en effet que Elon Musk, il soit capable de siphonner énormément de voix à la fois aux républicains, enfin surtout aux républicains, parce que les démocrates, comme tu dis, c'est déjà éclaté et je sais pas qui ils vont présenter aux prochaines élections. Enfin franchement, il y a personne qui se dégage. Vraiment, ils vont avoir. On les entend pas. Ouais, ils ont même pas de voix, quoi. Donc Gavin Newsom essaye de quelque chose en ce moment. Mais il est trop. Mais tant qu'il reste en Californie, je pense que tu vois tout le reste de l'Amérique, ils ont même pas envie de l'écouter en fait. Juste le fait qu'il soit en Californie, c'est assez dommage. Moi, c'est mon candidat. Ouais, mais enfin, ce que vous dites là, c'est que les politiciens ont perdu la vision des choses. C'est qu'en fait, c'est intuitif personnel, c'est qu'ils incarnent quelque chose qui, en fait, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'ils sont, on s'en fout. Ce qui est important, c'est leur vision pour leur pays, ce qu'ils vont faire. Et aujourd'hui, on n'a rien. Les démocrates ne disent rien. Macron ne dit rien. Enfin, on a des politiciens qui sont exsangues, totalement exsangues, et en plus, totalement incompétents. Donc, c'est quand même triste de se dire qu'on n'a plus de politique, au sens politique noble du terme. Ça n'existe plus. Oui, mais sauf que pour le coup, moi, je te retournerai l'argument, Pierre, en disant, phrase d'un ami suisse, que j'embrasse. Moi, je connais pas le nom de mes politiques. Et en fait, c'est peut-être ça le système politique qu'on devrait avoir. Surtout à l'ère des réseaux sociaux.
Ils ont une vision. L'intelligence artificielle. Mais donnez ça à l'intelligence artificielle à ce moment-là. Voilà. Non, mais pour le coup, prompter la politique. oui, non, mais pour le coup, les Suisses, ils appliquent plutôt un système, une machinerie de décision, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système de décision sur lequel repose tout, bonne ou mauvaise décision. Et je trouve que le problème, c'est que les démocraties américaines, françaises, c'est moins vrai en Allemagne, c'est moins vrai en Suisse, mais c'est vrai aussi au Canada, sont des endroits où l'importance du président, du premier ministre, du personnage central est gigantesque et catalyse beaucoup de croyances, d'espérances. On est toujours sur du Churchill et du De Gaulle, quoi, en fait, dans le texte. Indépendamment des compétences, hein, c'est ça qui est important à dire. Hein. Exactement. Mais en fait, je pense que ce qui, en vrai, serait, à mon avis, le système politique du futur, en tout cas du futur sain ou du futur souhaitable, serait un système politique beaucoup plus décentralisé et référendumisé. Et en fait, ce serait un système politique dont les politiques sont les meilleurs exécutants d'une volonté démocratique. Et aujourd'hui, ils sont clairement pas des exécutants. Ils sont vraiment des décisionnaires à tous les niveaux, même quand c'est contre la volonté des gens. Je t'entends quand tu dis ça. Ce que tu prônes, c'est le référendum public. Oui, mais le problème, c'est que tu le sais très bien. En tout cas, en France, c'est le cas, quoi. C'est-à-dire que si tu mets en place un système comme ça, c'est les idées du Rassemblement national qui passeront à chaque fois. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les idées les plus populaires en France, c'est les idées du Rassemblement national. Non, mais il parle pas de ça. Il parle pas de ça, Carlos. Regarde la Cour des comptes. Si on appliquait ce que dit la Cour des comptes, on aurait un pays qui serait bien mieux géré. Tout simplement. Ça fait 30 ans qu'ils parlent. Personne les écoute. Ce qu'ils disent n'est pas du tout idiot. C'est les comptables, hein. Il suffirait de dire, la Cour des comptes, c'est la loi. Très bien. On fait pas. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est pas des comptables, c'est des gens qui disent des trucs qui sont. Non, mais tu diriges une entreprise, et je vais te faire le parallèle avec une entreprise. À quoi ils servent alors? Mais non, mais ils sont vachement importants, mais on peut pas confier les manettes d'une boîte au chief financial officer, quoi, en fait, dans la boîte, quoi. En fait, c'est une boîte, c'est une vision. Bah, ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, hein. Un pays, c'est une vision. Tu peux pas gérer une entreprise que de façon comptable. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense que le Doge est une énorme erreur, quoi. C'est parce qu'on a voulu apporter une vision comptabilistique, comptable, à quelque chose qui n'est pas un élément comptable. Si tu veux faire des économies aux États-Unis, Valran en a parlé tout à l'heure, il y a 2 énormes budgets. D'ailleurs, le premier, c'est pas du tout le Pentagone, le premier, c'est Social Security. Personne ne le sait en France, hein. Tout le monde pense que c'est l'armée qui est le premier budget aux États-Unis. C'est absolument faux. Le premier budget aux États-Unis, c'est Social Security, et c'est notamment dans Social Security, il y a l'Obamacare, il y a aussi les vétérans, les pensions des vétérans américains, il y a toutes les aides qu'on donne aux États-Unis, parce que c'est un pays aussi, il y a des aides, il y a des retraites, il y a les retraites des Américains, etc., etc. Tu peux pas avoir une vision, une démarche comptable par rapport à ça. C'est des vies, ouais. Donc surtout voilà. quand t'es les États-unis, ouais. Surtout quand t'es les États-Unis et que le monde entier détient ta dette. Et puis surtout que quand les vétérans sont des gens qui ont fait des guerres, qui sont armés, qui ont des flingues à la maison, et tu peux pas t'attaquer en fait aux vétérans aux États-Unis parce que. Mais je dis pas qu'il faut avoir un truc comptable. Je pense que la Cour des comptes doit être un contre-pouvoir écouté. Mais il est aujourd'hui. Qui peut remettre les politiciens sur la bonne voie. Mais il faut évidemment une vision. J'ai jamais dit le contraire. Mais entre l'espèce de gabegie incontrôlée et d'indécence politique dans laquelle on vit aujourd'hui en France, et un système un peu plus maîtrisé, moi je préfère le système un peu plus maîtrisé et quitte à le dire, un peu plus comptable. Oui, mais pour le coup, là-dessus, Elon Musk, typiquement, est quelqu'un qui est capable d'avoir une vision, et il l'a prouvé 4, 5, 6 fois. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Elon Musk, mais je dis Elon Musk parce que c'est le sujet du jour, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, de grandes figures américaines. Lincoln a été typiquement ce président visionnaire et tout, un homme politique incroyable. C'est notre époque. C'est notre époque, hein, mais en fait, le problème de ça aujourd'hui, c'est que qui est capable d'avoir la vivacité de décision et la légitimité populaire en plus dans un système démocratique tel qu'il est construit aujourd'hui. Pourquoi un Xi Jinping, il peut piloter la Chine comme il veut? Parce qu'il n'a pas de midterm. Donc comme il n'a pas de midterm, si elle n'était pas content, c'est pas grave. Il n'y a pas de démocratie, donc. Oui, il n'y a pas de gens qui veulent décider, quoi. Et en fait, si on veut vivre en démocratie, en tout cas moi, c'est mon souhait le plus strict, et j'aimerais qu'on vive même dans des pays qui soient parfois même un peu plus démocratiques qu'ils ne le sont aujourd'hui. La réalité, c'est que la vision, elle doit se défendre sur le terrain de la raison, et ça, le terrain de la raison, avec les réseaux sociaux, faut construire des règles différentes. On termine cette émission. L'aspect drogue, est-ce que quelque part, non, mais parce que quelque part, il y a quelque chose de rassurant dans ce clash. Tu disais,
Pierre, il n'y a plus de contre-pouvoir. Ben, je suis pas si sûr. C'est la drogue, le contre-pouvoir, Pierre. Non, mais quand on regarde la chute de Musk, on se rend compte que finalement, la politique traditionnelle, elle a repris un petit peu ses droits. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que le clash avec Rubio, secrétaire d'État, est à l'origine de la chute de Musk, et que il y a l'appareil de Washington avec toutes ces arcanes qui se sont mis en œuvre. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps, il aura fallu quelques mois pour ça, et qu'il a été décidé dans ces arcanes de Washington d'avoir la tête de Musk, et qu'il y a eu un jeu de pouvoir que Musk ne sait pas jouer et qui s'est joué malgré lui. La presse a fait son boulot. Il y a eu un papier dans le New York Times qui est sorti au sujet de l'usage de drogue par Musk pendant la campagne, avec des exemples, qui est tombé, et le timing était parfait. Si on regarde, et beaucoup de gens se sont posé les questions. Il y a eu aussi ces images dans le bureau ovale où on a analysé le comportement, le body language de Musk dans le bureau ovale, et on s'est dit, regardez, il est complètement drogué. Puis l'appareil judiciaire aussi s'est mis en place, et on en a parlé avec tous ces procès qui sont en train de s'accumuler sur la tête de Musk. Donc quelque part, moi je me dis, je pense que la politique traditionnelle, la politique à la papa, elle est pas si morte que ça, et que ce clash entre Musk et Trump, non, la Silicon Valley n'a pas pris le pouvoir à Washington, les règles n'ont pas véritablement changé, et que la politique marche toujours très très bien. Et Trump n'est pas le dictateur que beaucoup de gens annonçaient qu'il serait, pas par manque d'envie, parce que moi je suis convaincu que s'il avait l'opportunité de l'être, il se serait vraiment pas privé vu la moralité atroce du gars. En revanche, le système est trop lourd, trop dur, trop puissant, trop résistant pour que même quelqu'un aussi, on va dire, border que Trump n'est pas capable d'aller faire basculer le pays. Alors oui, il y a quelques décisions qu'il réussit à faire passer en force. Oui, il a quand même beaucoup de poids, mais le nombre de décrets qu'il a signés qui ne sont pas appliqués et qui ne seront jamais appliqués, qui sont inapplicables. Et qui sont inapplicables, prouve bien qu'en fait, on est quand même extrêmement loin de Xi Jinping ou de Vladimir Poutine de ce point de vue-là. Non, ce qui est inquiétant, Valran, en tout cas cette semaine, ce qui, moi, j'ai trouvé très inquiétant, c'est l'envoi de la garde nationale à Los Angeles, en masse. Je rappelle que Trump ne l'avait pas fait au moment de l'insurrection et la prise du Capitole. Là, tout d'un coup, il le fait quand il s'agit d'immigrés qui protestent dans les rues de Los Angeles. Et ça, c'est inquiétant parce que il a même dit que si ça ne suffisait pas, il enverrait même les Marines. Et donc là, ça, c'est plutôt inquiétant, et j'ai pas l'impression que et l'armée a fait son boulot, en fait, et répond aux ordres du président. Ça, c'est plutôt inquiétant. Il a quand même fait des choses qui vont être difficiles à corriger. Pour moi, la géopolitique a changé pour les 50 prochaines années à cause de Trump. Et ça, on n'arrivera pas à le corriger en 2 coups de cuillère à peau. C'est pas le nouveau patron de la Maison Blanche qui va réconcilier tout le monde. Donc, si tu veux, je pense il a malgré tout fait des choses qui resteront et qui sont indélébiles. Et qu'est-ce qu'il a fait sur un plan géopolitique international? Je pense qu'il est en train de détruire l'OTAN. Je pense qu'il s'est rapproché de la Russie. Je pense que il a humilié l'Ukraine. Je pense que il y a plein de choses qu'il fait aujourd'hui qui, pour moi, sont des choses qui vont rester. Regarde l'engagement compris les Européens aujourd'hui à se réarmer, si tu veux, c'est une conséquence directe de ça. Mais c'est plutôt positif. Moi, je trouve que pour l'Europe, c'est plutôt positif. Et puis, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères un Bush qui envoie l'armée en Irak ou un Obama qui fait la guerre en Afghanistan? Ah, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que la géopolitique était changée pour les 50 prochaines années. Et que donc on avait un réalignement de plein de choses. Et la géo-éco-politique, économie aussi. Parce que l'économie mondiale est vraiment impactée. Est-ce que Trump en est la cause ou est-ce que ça en est l'accélérateur? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui étaient finalement des conséquences de beaucoup de machinerie géopolitique et géostratégique. Parce que je prends 2 points très précis pour illustrer ça. Le premier, c'est que l'OTAN, ça faisait longtemps que c'était très critiqué, y compris par les pays européens, et tous ceux qui sont plutôt souverainistes en France ont toujours beaucoup critiqué l'OTAN, beaucoup critiqué le traité de 2005 et tout ce qui touche aux accords multilatéraux. Et la deuxième chose, c'est le rapprochement de la Russie. On enlève la guerre en Ukraine. Ça a toujours été dans les plans américains de faire en sorte que la Russie ne devienne pas l'allié ou le petit frère de la Chine, parce que ça devenait depuis en gros le premier mandat Obama dangereux que Russie-Chine soient ensemble contre les US.
Et je pense que pour le coup, ça, je trouve pas que ce soit sain pour l'Europe, je trouve pas que ça soit sain pour l'humanité. En revanche, d'un point de vue géostratégique, l'idée de se dire on va se rapprocher de Poutine pour l'éloigner de Xi Jinping, c'était un pari qui aurait pu être historique s'il avait marché. Alors pour moi, c'est un flop intersidéral comme pari, mais c'était un move géopolitique qui, pour le coup, aurait influencé les 50 prochaines années beaucoup plus, à mon avis, que ce qu'il a fait par ailleurs. Bon, les gars, c'était cool de discuter avec vous. J'avais vraiment envie de débattre et de vous entendre sur cet épisode Musk-Trump qui est malgré tout fascinant. C'était un peu café du commerce, mais c'est ça aussi qui est bien, en fait. C'était top. Il manquait les cacahuètes. La prochaine fois, cacahuètes. Ouais, il faudra des cacahuètes et l'apéro, en fait. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carne. Hasta luego, amigos. Bye bye.